Aujourd'hui, je vous parle de ma passion. Et je réponds à une question. On va manger quoi dans le futur? Je sais pas moi, de la viande produite en laboratoire, des vers et des insectes, ou de la poudre. Enfin, je veux dire, dans un monde où il faudra nourrir 10 milliards d'êtres humains, avec des aliments qui polluent pas trop et qui nous désinguent pas la santé non plus, quoi. Qu'est-ce qu'on pourra encore cuisiner? Bon, moi, je mange un. C'est trop bon. Ce qu'on met dans notre assiette, c'est un tiers du problème du changement climatique. Et à côté de ça, la malbouffe est responsable d'un décès sur 5 dans le monde. Ces deux chiffres-là, ça m'a fait un choc en fait de me rendre compte. Parce que manger, c'est la vie quoi. Imaginez si pour se nourrir dans le futur, on doit prendre en compte 1000 contraintes. C'est chaud quoi, parce que en plus de bio, local, de saison, pas trop cher, pas trop de viande, équilibré, pas trop de temps de prépa, moi en fait, j'ai une fille qui aime pas les légumes verts, l'autre qui aime pas la texture farineuse des légumes secs, et le mot végétarien, il est pas encore rentré chez moi. Et je le sais, je ne suis pas seule. Alors aujourd'hui, pas trop de blabla, on va cuisiner et j'ai même invité une chef pour rendre ça super concret et facile surtout. Elle s'appelle Manon Dugré et elle s'y connaît en alimentation du futur, elle a même coécrit un livre sur le sujet. Et ça, c'est la liste des courses qu'elle m'a envoyée. D'ailleurs, la liste de courses, c'est le premier conseil hyper basique que donne Manon dans son livre. Faire des listes et prévoir les repas à l'avance. Ça paraît con dit comme ça. En fait, il y a une étude française qui montre que chaque année, dans nos poubelles, on retrouve 20 kilos de nourriture gaspillée par habitant. Et dans ces 20 kilos, il y a 7 kilos de trucs qui sont même encore emballés. Du coup, ça commence par là, quoi. Éviter le gaspillage. Alors, le céleri, ça, c'est un autre truc sur lequel Manon insiste. Manger des produits de saison. C'est vrai que c'est un truc qu'on entend souvent. Mais de là à expliquer pourquoi c'est mieux... Bonjour. Pourquoi c'est mieux de manger des fruits et légumes de saison? C'est meilleur pour la santé. Je sais pas, vraiment. Parce que c'est écologique de manger des légumes de saison. Parce que ça consomme moins. Parce qu'on fait vivre les producteurs locaux. Ils sont frais, c'est la première chose. Moi, j'aime bien les légumes. Et c'est quoi qui est de saison, là, en ce moment? J'en ai aucune idée. Ça, c'est une très bonne question. Alors, il y a beaucoup de pommes de terre. Il y a des chicons, Les pommes, des choux-fleurs, les poires, Le céleri rable, tout ce qui est racines. il y a des choux de Bruxelles. le navet. Vous mangez quoi ce midi, par exemple? Je vais acheter du poulet et demain, je vais manger des lasagnes. Et pas de légumes? Non. Bon, j'ai trouvé au moins 3 raisons au fait que c'était mieux de manger des fruits et légumes de saison. D'abord, ça a meilleur goût, c'est certain. Ensuite, ça correspond mieux à nos besoins nutritionnels tout au long de l'année. Et puis, enfin, ça va consommer moins de ressources pour être produit ou transporté si on se contente de ce que la nature peut nous donner au moment où elle peut nous le donner. Voilà. Alors si vous avez besoin d'un petit rappel sur les fruits et légumes de saison en ce moment, ou même tout au long de l'année, on vous a prévu un calendrier et on vous le met à disposition. Vous pouvez le télécharger via le QR code que je vous donne en fin de vidéo. On y va? Allez. Voilà, ça y est, j'ai tous les ingrédients et puis il y a surtout Manon qui est avec moi pour cuisiner. Bon Manon, fais-nous rêver. Tu vas faire le repas du futur avec ça. On va faire 2 plats durables, économiques et faciles à reproduire chez soi. En entrée, ça va être un bouillon réalisé avec une carcasse de poulet, de l'épeautre et du céleri rave. Et en plat, on va faire des haricots secs, on va faire la part belle aux légumes secs, mais cuisinés de manière très gourmande avec du parmesan, du poivre et beaucoup de beurre à la manière des pâtes cacio e pepe. Ça a l'air trop bon, mais avant qu'on démarre, en fait, j'ai 2 questions à te poser et tu peux regarder la caméra qui est juste là pour me répondre. En gros, je voulais savoir ce que ça veut dire de l'alimentation durable. C'est sûr que c'est un sujet qui n'est pas simple. C'est pour ça que moi, j'aime bien me référer à une définition de la FAO, donc les Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui dit que ça comporte 4 dimensions. La première, c'est la dimension environnementale, qui est peut-être la plus évidente. C'est le fait d'avoir une alimentation qui préserve les ressources naturelles et les écosystèmes. La dimension nutritionnelle, qui elle permet d'assurer la sécurité alimentaire des générations actuelles et futures. L'aspect économique, qu'elle soit vraiment accessible à tous. Et je pense que ça, c'est hyper important quand on parle de durabilité, parce que c'est un sujet qu'on oublie un peu trop souvent, et qu'elle respecte une juste rémunération des agriculteurs. Et en dernier point, qu'elle soit culturellement acceptable, donc qu'elle respecte les habitudes alimentaires des individus. Ok, donc là, en fait, on va cuisiner durable, un repas du futur en quelque sorte. Toi, c'est comme ça que tu cuisines tout le temps?
Moi, en fait, j'ai travaillé 10 ans dans une école d'agronomie pour promouvoir vraiment l'alimentation durable en travaillant avec les chercheurs qui, justement, étudient ce sujet au quotidien. Et mon objectif, c'était de transmettre ces messages au sein de la population générale. Et depuis quelques années, je suis passée du côté cuisine, donc vraiment de manière très concrète. Et les 2 recettes qu'on va faire aujourd'hui, elles reflètent vraiment tout ce que j'ai pu apprendre avec des recettes durables qui soient vraiment économiques et normalement accessibles pour tout le monde. Je suis trop contente que tu sois là, Manon. Tu sais, moi, j'adore cuisiner et j'ai jamais vraiment fait une émission de cuisine, mais donc là, ça y est, quoi, tu réalises mon rêve. On va commencer ? Ouais, avec plaisir. Pour le bouillon, il faut la carcasse d'un poulet, une carotte, un oignon, un bouquet garni, du poivre en grains, des clous de girofle, la peau bien lavée d'un demi-céleri rave, 150 g d'épeautre, le demi-céleri rave, 50 g de noisettes et quelques branches de persil, et puis du citron, mais on a oublié de le filmer. Ça y est, on démarre, on fait quoi là ? On va commencer par préparer le bouillon. On commence par mettre la carcasse du poulet dans un plat, on y ajoute la garniture aromatique et un tout petit peu d'huile. Et ça part au four ? Oui. Un four à 200 degrés pour bien faire dorer, mais attention, faut pas que ça brûle. On met tout dans une grande casserole avec de l'eau froide. Ça sent trop bon. Et on vient même récupérer tout ce qui colle dans le plat avec un peu d'eau parce que c'est là qu'est le goût. Et on laisse cuire à petit bouillon pendant 30 minutes. Et donc ça, cuisiner les os de poulet, c'est le futur, quoi. En fait, oui, parce que si tu écoutes ce que dit la communauté scientifique, s'il y a vraiment une chose à faire en matière de durabilité, c'est vraiment de végétaliser son alimentation. Donc d'inverser un peu la tendance. Actuellement, on consomme à peu près 2 tiers de produits animaux pour 1 tiers de produits végétaux. Il faudrait inverser cette proportion. Bon, là, on ne peut pas faire mieux parce qu'en fait, on extrait toutes les saveurs du poulet, mais on ne consomme pas de poulet à proprement parler. Ce que tu es en train de me dire, c'est que je pourrais me faire un poulet rôti le dimanche, je garde la carcasse, je la jette pas, et je peux faire un bouillon avec la carcasse après, quoi. C'est ça. Moi, j'aime bien me dire qu'on peut faire 3 repas avec un seul et même poulet. Effectivement, le premier jour, tu utilises les gros morceaux avec un accompagnement. Le deuxième jour, tu utilises tous les petits morceaux pour faire une salade. Et le troisième jour, tu utilises la carcasse pour faire un bouillon que tu consommes tel quel ou que tu utilises dans un risotto. C'est génial, quoi. Bon, on fait quoi là maintenant, Manon ? Là, on passe à la cuisson de l'épeautre et du céleri. Ok. On rince l'épeautre et on fait cuire une vingtaine de minutes dans de l'eau salée avec un peu de laurier et de romarin. On taille les 3/4 du céleri, on fait des cubes d'1 centimètre et on fait cuire dans un fond d'eau à la poêle. Le quart qui reste, on le taille en mini cubes pour plus tard, vraiment petit. Là maintenant, on va mettre de l'épeautre en fait dans le bouillon, mais on aurait très bien pu mettre des pâtes. Oui, c'est vraiment une recette qui marche très bien avec des pâtes, mais il y a un deuxième levier qui me semble très important quand on parle d'alimentation durable, c'est celui de diversifier son alimentation. En fait, il y a un chiffre qui est très marquant, c'est le fait que sur 6000 espèces qu'on produit dans le monde, il y en a seulement 9 qui assurent les 2 tiers de la production mondiale. Et quand on parle des céréales, le riz, le blé et le maïs, c'est 50% des calories qu'on ingère. C'est pour ça que c'est vraiment important de diversifier parce qu'en favorisant comme ça des monocultures, c'est comme si on mettait tous nos œufs dans le même panier et on prend un risque, on met en péril la résilience de nos systèmes alimentaires, alors qu'on a des superbes céréales comme l'épeautre qui est cultivée en France et en Belgique, qui va beaucoup mieux résister aux épisodes de sécheresse par exemple, contrairement au blé. La recette, c'est pas juste du bouillon et de l'épeautre. Non, il y a d'autres trucs. On va rajouter 2 petites choses qui vont vraiment donner un petit kick à cette recette. Une sauce vierge avec persil, noisette, citron et des pots de poulet en chips. J'arrive. Pour la sauce vierge, on concasse les noisettes, on ajoute le reste du céleri, le persil haché, l'huile d'olive, le zeste du citron, le jus d'un demi-citron et on assaisonne. Puis, on filtre le bouillon. Et ça, là, c'est la peau du poulet qu'on a fait rôtir entre 2 plaques à 180 degrés pour en faire des chips. On n'a plus qu'à dresser. Trop bien. Ça a l'air trop bon, j'ai trop envie de goûter. Mais d'abord, on doit faire le plat, c'est ça ? Oui, on va faire des haricots blancs façon cacio et pépé. Il faut 350 g de haricots blancs secs, un demi-oignon, une tige de céleri branche, une feuille de laurier, un peu de bicarbonate de soude, du poivre concassé, 100 g de parmesan et un morceau de la croûte qu'on a oublié de filmer. Du beurre, de la sauge et de l'huile d'olive. Bon alors, par quoi on commence ? On va commencer par la cuisson des haricots. Alors, pour les haricots, il y a des étapes. D'abord, on fait tremper pendant une nuit, on rince, on précuit 2 minutes dans l'eau bouillante et on rince encore. Puis, on commence vraiment la cuisson avec de l'eau froide, l'oignon, le laurier et une pincée de bicarbonate. Ah oui, et on n'oublie pas le céleri et la croûte de fromage pour le goût.
Et ça, les haricots, bah, c'est un peu un aliment du futur, on en mangera plus. Bah, c'est vrai que quand on parle d'aliments du futur, on imagine des choses très futuristes, la viande de synthèse, les insectes, alors qu'en fait, il y a des solutions qui existent depuis des millénaires. Les légumes secs, c'est une super solution et ça fait vraiment partie des régimes alimentaires durables. D'abord, c'est très riche en protéines végétales, donc c'est un super substitut à la viande. C'est riche aussi en fibres, en nutriments, en fer par exemple. Et c'est une plante qui a plein d'avantages d'un point de vue aussi de l'environnement, parce qu'elle a cette capacité de fixer l'azote de l'air dans le sol et d'améliorer la fertilité des sols. Bah écoute, j'espère qu'avec ta recette, tu vas réussir à faire aimer les légumes secs et les haricots à ma fille qui est pas très fan. C'est l'objectif. Comme les pâtes, on les veut al dente. Donc on égoutte, mais attention, on garde l'eau. On garde l'eau. On la fait réduire et on peut même mixer quelques haricots pour qu'elle ait une texture plus épaisse. Après, on fait fondre le beurre et on ajoute la sauge pour la faire frire. Attention, ça doit croustiller mais pas brunir. Genre, on garde les yeux sur la poêle. Ensuite, on retire les feuilles et on ajoute le poivre. Ça c'est fait, maintenant on va passer à la sauce. Ok, trop bien. Puis petit à petit, on ajoute l'eau pour la sauce, on laisse épaissir un peu et on balance les haricots. On termine leur cuisson pendant 2-3 minutes, on ajoute une noix de beurre, le parmesan ou l'inverse et il n'y a plus qu'à dresser. Tu veux dresser dans quoi? Rustique, moderne? Celle-ci, parfait. Ok, on y va? Ça a l'air trop bon, incroyable. Bon, maintenant, il y a un truc dont on n'a pas parlé du tout. C'est le prix, en fait. Combien ça coûte de manger durable? Alors, aujourd'hui, ici, pour entrée et plat pour 4 personnes, quand on a fait nos courses, ça m'a coûté environ 25 €, ce qui me semble assez raisonnable quand on voit ce qu'on sort. Mais manger durable, de manière générale, est-ce que c'est pas quand même plus cher? C'est sûr que bien manger, ça coûte quand même cher. Mais il y a quand même une étude de l'INRAE de Montpellier que j'ai trouvée vraiment hyper pertinente sur le sujet. Ils ont regardé en fait la consommation de la population française et ils se sont rendus compte qu'une partie de cette population avait déjà un régime plus durable, c'est-à-dire avec moins 20% d'émissions carbone. Et ils ont regardé ce qu'ils consommaient et quel était leur budget. Et ils se sont rendus compte que leur budget était similaire, voire légèrement inférieur à celui d'un régime conventionnel. Mais ça, c'est possible avec quelques ajustements dont on a pas mal parlé aujourd'hui, c'est-à-dire de réduire sa consommation de viande, qui représente aujourd'hui la part la plus importante dans le budget alimentaire, de diminuer également la part des produits sucrés, des produits transformés et alcoolisés, et d'augmenter la part de fruits et légumes et de légumes secs dans notre alimentation. Après, au-delà du prix, cuisiner comme ça prend d'office plus de temps que faire une soupe et un croque-monsieur, par exemple. Bon, c'est vrai qu'on a passé un petit peu de temps en cuisine aujourd'hui, mais là, moi, je vous ai montré la version longue sur les haricots blancs. On pourrait tout à fait imaginer partir d'une conserve et en 10 minutes top chrono en rentrant à la maison le soir, c'est plié, pas besoin d'anticiper. Mais c'est vrai que quand il s'agit d'adopter une alimentation plus durable, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'introduire quelques nouvelles recettes à son répertoire alimentaire et développer des automatismes sur des choses qui sont faciles à reproduire et pas de se lancer sur des choses trop complexes tout de suite. On peut manger, là? Oui, à table. Bon, j'ai cherché les couverts. On commence par lequel? Ça? Ok. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire, c'était délicieux. Et moi, je retiens 3 grands trucs, en fait, pour la cuisine du futur. Le premier, moins de protéines animales et plus de végétaux. C'est moins cher et c'est meilleur pour la santé. Le deuxième, on sort un peu du côté riz, pâtes, patates. Il y a plein d'autres options et ça permet d'éviter les monocultures ou plutôt de diversifier les cultures. Et le troisième, on accepte de sortir un petit peu de sa zone de confort en cuisine. Et pour ça, je vous donne une liste d'influenceurs et de livres qui vont exactement dans le même sens que Manon. Alors si vous avez envie de refaire ces recettes et de les revoir juste les recettes, rendez-vous sur notre Insta, il n'y a pas de planète B. Et puis abonnez-vous à nos pages sur Rovio, sur YouTube, faut rien rater de nos vidéos. Bisous! Et puis bonne chance surtout, enfin, bonne app. Il y a encore à manger, tu crois? Allez, salut hein!